à l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allée au cinéma dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on l'a. C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Voilà. Ou regarder un bon film télé, même les séries d'ailleurs. Oui, on peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche. Ou pas. Est-ce qu'on fait rêver aujourd'hui dans cette émission, Geneviève ? J'espère. Bonjour Geneviève. Bonjour Elvire. Bonjour Marianne. Bonjour. On est sur la radio HDR et on y est bien. Merci d'être là. On va parler de cinéma. Enfin, je dis on, en fait, c'est pas vrai, parce que pour une fois, je vais fermer mon bec. Non, je vais t'en poser des questions, c'est sûr. Puis tu vas m'aider. J'en sais rien, j'ai vu tu vas retrouver le réalisateur, les acteurs, allez, tous les noms que j'arrive pas à dire, tu vas les retrouver. Allez, on est parti. Tu nous parles de la première, c'est La vie après Siam. Voilà. Tu nous fais le pitch avant qu'on écoute le ou c'est pas la peine. Je peux faire le pitch. Enfin, c'est très bref. C'est un documentaire qui raconte la vie après Siam. Siam étant la maman du réalisateur, qui avait été l'actrice principale, entre guillemets, du documentaire précédent, qui s'appelait La Vierge, le Corpse et moi, parce que le réalisateur, là, elle est égyptienne, le réalisateur est égyptien, franco-égyptien, parce qu'il a vécu en France. Il avait déjà fait un documentaire sur l'influence de la religion et de la vie en Égypte, etc. Et là, il lui avait promis de faire un vrai film, parce que pour la maman, un vrai film, c'est avec des vrais acteurs, quoi. C'est pas un documentaire, c'est pas un vrai film, quoi. Donc, il lui avait promis de faire un vrai film avec des acteurs, et elle, comme actrice aussi. Sauf qu'entre deux, elle est décédée d'un cancer. Donc ça a été... Et finalement, lui, le jour de son inhumation, il a décidé de commencer à filmer et de raconter la vie après Siam. Et c'est d'une force, d'une beauté, c'est émouvant, c'est touchant, c'est drôle aussi. Enfin bref, je recommande ce documentaire qui est vraiment intéressant. Donc, comme on dit déjà, générique. Non, pas générique, bande-annonce. Bande-annonce. Allô Nico, tu connaîtrais pas un ingénieur du son ? Pour l'instant, c'est pas payé, mais je suis sûr qu'on trouvera un producteur. Un scénario. Pourquoi faire ? C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. J'avais fait une promesse à ma mère, celle de refaire un film ensemble. Son rêve, c'était de jouer dans une de ces histoires d'amour qu'on voit dans les vieux films égyptiens. Attention, silence, moteur, action. رحت ان هو طلع دين النهارده طلع وقول لي قاعد يكلمني النهارده جدك ابن شهرين تعبتك ومشيت على طول احيان كتير بحس انها موجوده في البيت واحس انها بتتحرك حتى في البيت بس ما ضعفت الذاكرة خالص كم سنة ما عندكش علاج ليها؟ العلاج الوحيد اللي عندي هو الكاميرا. ده تصوير بقى هو فين تعملوا ده هو ده كله ده تهريج. C'est maman, Namir. Tu peux me parler quand tu rentres. Allez, bye. Est-ce qu'il a fait d'autres films, du coup ? Alors, je sais qu'il a fait un premier documentaire, mais après, je ne suis pas très au courant. Je pense qu'il n'en a pas fait tant que ça. Il a la quarantaine, il fait plein d'autres choses. Oui, mais en fait, il est documentariste avant tout. Oui, c'est ça. Pour le moment, il est documentariste. Il n'a pas encore fait de vrais films, comme il m'a dit. Comme disent beaucoup de gens. Hein. Oui, c'est ça. Il y a une vraie confusion entre le documentaire, le reportage, ouais. donc le travail de journaliste, et puis le film de fiction, et même le court-métrage. Enfin, il y a une confusion. Bon, c'est pas très grave. Le tout étant que les gens ils s'y retrouvent. Et oui, puis, mais en même temps, ce film-là, justement, ce que je trouve très amusant, c'est que en s'intéressant à la vie de sa mère, il se rapproche de son père, parce que finalement, quand il y a un père et une mère, souvent on est plus proche de l'un ou de l'autre, et elle, c'était le lien entre les deux. Elle n'est plus là, tous les deux doivent se reconstruire un lien. Ils découvrent des lettres, ils découvrent leur histoire d'amour, qui est très, très romanesque, c'est presque un film, leur histoire d'amour. Elle est restée 3 ans en Égypte, lui il a fui parce qu'il était en prison à cause pour des raisons politiques. Enfin,
il découvre toute cette histoire-là, il découvre que sa mère a eu un premier amour, mais comme elle s'était engagée auprès de son père, elle a renoncé à son amour pour être fidèle à sa parole. Enfin, c'est vraiment très romanesque. Et il met des scènes de vrais films égyptiens pour illustrer cette histoire d'amour, ses adieux, ses retrouvailles, tout ça. Donc, ça fait presque un vrai film. Sa mère serait peut-être contente de là où elle est. Donc, il y a ça, et l'idée de transmission, parce que du coup, il amène ses enfants à s'intéresser aussi à son histoire, à leurs histoires, et peut-être qu'eux, plus tard, seront contents d'avoir posé des questions que nous, on n'a pas toujours posées à nos parents avant qu'ils partent. D'accord. Merci pour cette découverte. Ça donne très envie, en tous les cas. Il est sorti là cette semaine. Il y est encore, en principe. Oui, bien sûr. C'est un documentaire, donc ça sera moins long ça reste moins que longtemps, Marsupilami. Et puis, ce ne sera pas au même endroit. Tu n'auras pas Marsupilami à l'Omnia. Promis le ciel de Irigai Seiri, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. En 2 mots, tu as envie d'en dire quoi, toi? J'ai envie que c'est un très beau film aussi, un beau film sur les femmes, sur l'exil, sur l'insertion, enfin bref. Sur le racisme aussi de mémoire, non? Bien sûr, bien sûr. Promis le ciel de Irigai Seiri, duré 1h30 pour parler du monde et de sa folie, pour parler des hommes et de leur petitesse aussi. Un trio d'actrices absolument magnifique. Si le sujet est poignant, l'émotion est au rendez-vous, au-delà du sujet, et cela ne gâche rien. Un film à voir. 3 portraits de femmes qui cherchent à vivre tout simplement. 3 Ivoiriennes à Tunis. Et c'est là que c'est intéressant. Oui. C'est du coup de retrouver le racisme ailleurs. Oui. Pour nous, en tous les cas, c'est intéressant. C'est une enfant échouée d'un bateau de migrants qui les confronte à elles-mêmes, à leur choix, à leur résistance. 3 femmes qui cherchent un ailleurs, une promesse de ciel. Mais c'est bien sûr sur Terre. Quels sont? Moi j'en ai un assez beau souvenir, surtout. Ouais. Oui, vas-y. C'est juste aussi pour dire qu'il y a 3 générations. Il y a celle de 20 ans qui est étudiante, qui a encore plein d'espoir, qui pense pouvoir s'intégrer vraiment. Il y a celle de 30 ans qui a un enfant, qui a quitté son enfant pour pouvoir trouver du boulot et espérer s'enrichir un petit peu, avoir une vie meilleure. Et puis tu as celle de la quarantenaire qui, elle, a déjà des enfants, qui a son travail, son métier, sa position de pasteur évangélique qui la rend sage en principe. Enfin, donc 3 portraits de femmes très différentes avec les mêmes problèmes. Oui, complètement. Aïssa Maïga, que nous connaissons et que nous avons retrouvé dans plusieurs films, très, très bien. On connaît plutôt bien. Déborah Christelle Lobnané, qu'on ne connaît pas, elle, par contre. Non, c'est son premier film. C'est son premier film et c'est une très, très belle femme. Elle a une énergie incroyable. Et Laetitia qui est aussi, qui complète le trio à merveille. Qui est une artiste, elle. C'est pas une actrice très connue, mais c'est une vraie artiste. Et ce qu'il y a d'assez beau d'ailleurs, c'est que Aïssa Maïga, qui pourrait tout à fait prendre le là, pas du tout. Elle reste au même niveau que les 2 autres. Elles sont dans une vraie générosité toutes les 3. Et encore une fois, en re-regardant, parce que donc moi ça commence à dater puisque c'était de Cannes, mais en regardant simplement leur visage et puis l'image et l'affiche, ça me revient les belles énergies et très fortement cette particularité du racisme contre les Africains d'Afrique noire. Oui. Un peu partout dans le monde et voir cette espèce de miroir grossissant que devient le cinéma. Puisque... C'est la peur de l'étranger, en fait. Bien sûr. Je pense que c'est... Avec cette petite touche supplémentaire, il me semble, sur le regard de la femme. Oui, en plus. Oui, bien sûr. Bon, on écoute. Tu es au bon endroit. Tu es venu chercher celui qui n'échoue pas, celui qui n'échoue jamais, le roi des rois pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Comme ça, on va bien s'occuper de toi. Que les clients d'origine subsaharienne qui s'y trouvaient étaient raflés par la police. Les tontons blancs là disent qu'on mange le chat. Toi, tu manges le chat? Je vais te manger. Oh. Tu veux me mettre dans des trafics, j'ai pas assez de problèmes. Ma fille, qui t'a dit j'ai une fille? Elle est passée dans la maison. Non. On aura la chance de la voir. Tu sais, la distance, ça tue l'amour. Tout le monde nous tourne le dos en ce moment dans ce pays. Tout ce qui nous reste, c'est quoi? C'est ce qu'on a construit, les uns avec les autres. Jolie! Tu allais te mettre dans quoi encore là?
il faut remettre cet enfant aux autorités. Toi, tu fais confiance aux autorités? Chaque jour est une bataille. Vraiment un film qui emporte, on est vraiment plongé dans l'univers africain, bien sûr, oui. Mais encore une fois, je le répète, avec des problématiques internationales. Il y a l'histoire de manger le chat, j'avais oublié ce détail. Et moi, c'est très proche de l'actualité, avec la ICE en ce moment aux États-Unis, avec le personnage de l'étudiante qui se croit sûre d'elle, puisqu'elle a son statut d'étudiante, et qu'elle a droit. Et c'est la seule qui se fait arrêter et qui commence à vraiment avoir peur. Et donc, on comprend ce que peuvent vivre les jeunes américains ou étrangers en Amérique, ça doit être terrible. C'est absolument terrifiant. On passe sur un autre sujet. En fait, on n'a pas trié, on n'a pas fait... Enfin, en tous les cas, je n'ai pas fait. Je n'ai pas organisé dans un ordre en me disant « Oh, il y a des thématiques et tout ». Pas du tout. J'ai pris les films, je dis « Allez, c'est février. Il y a moins de jours, on va au cinéma ». Non, j'en sais rien, j'ai rien dit du tout, j'ai pas réfléchi. À pied d'œuvre, Valérie Donzelli. Je ne suis pas une fan de Valérie Donzelli, moi, d'une manière générale. Ah oui, mais comme c'est très différent... Normalement, tu devrais pouvoir être intéressée. C'est vrai ? Parce qu'elle a toujours un côté un peu élitiste, je trouve. C'est ça qui me fatigue. Alors justement, ça c'est intéressant parce que ça n'a rien à voir. Tant mieux. Alors, il faut que je retrouve ma petite fiche. Retrouve ta petite fiche pendant que je donne 2-3 informations. Voilà. Bastien Bouillon, il est dans un autre rôle ou il est encore dans un rôle de mec un petit peu beauf sur les bords, casseur comme on l'a retrouvé. Génial d'ailleurs d'en Partir un jour, etc. Partir un jour, il arrête pas de changer ce mec-là. Il est aussi dans l'affaire Bojarski, il est dans Météor. Il est inspecteur de police. C'est vrai, il est génial dans Bojarski. C'est vraiment, comment on dit, un caméléon. Vraiment. Tout à fait. Et là, il joue un rôle... le film est d'une austérité. Valérie Donzelli est connue pour sa fantaisie, même quand elle raconte des drames, il y a toujours de la drôlerie, des trucs à côté. Là, elle est dans une rigueur et dans une austérité qui pourrait faire peur un peu, tellement elle s'inspire d'un livre. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même. Quand c'est elle-même qui écrit, elle n'arrive pas à se contraindre. Là, ça fait le deuxième film qu'elle adapte. Tu avais vu Amour et forêt ? Il était déjà très bien, très sobre. Et là, c'est encore plus sobre. Puisque l'histoire vraie... Elle devient bergmanienne. Alors, pour les non-initiés, Bergman, quand même, c'est un cinéma extrêmement élitiste et très lent. Eh bien, mais moi, j'adore Bergman. On pourrait presque voir ça. Donc, l'histoire vraie d'un auteur qui s'appelle Franck Courtès, qui a fait un livre presque autobiographique parce qu'il était photographe célèbre, connu, il shootait à gogo, et puis il décide d'écrire, et là, il arrête tout. Donc, finalement, il finit par découvrir non pas l'écriture, mais la pauvreté, parce qu'il se consacre à l'écriture, donc il n'accepte plus de travailler pour la photo, et du coup, il fait des petits boulots par-ci, par-là, il déménage, et il retourne vivre chez son père. Donc, c'est ce que le film raconte. Elle raconte... notre Bastien Bouillon. Qui change de vie, qui change de peau, qui s'appauvrit. Et elle raconte aussi le monde d'aujourd'hui, avec l'accès au travail qui est compliqué, les petits emplois mal payés, fatigants, qui cassent le dos. J'ai découvert aussi, moi, qu'il y avait des applications sur lesquelles où tu te proposais à ton tarif, et plus tu proposais un tarif bas, plus tu avais des chances d'être choisi. C'est vrai, ça ? Oui, c'est vrai, c'est terrible. Donc c'est en plus une peinture sociale. Ah oui, complètement. C'est parce que l'écrivain en devenir observe sa vie, il la raconte, il écrit. Donc c'est à la fois ce qu'il est en train de vivre et ce qu'il est en train d'écrire. Donc il y a une voix importante qui est pénétrante. Et donc, il combat son éditrice. Il s'oppose à son père, qui lui reproche sa chute. Sa chute, voilà, c'est ça, sa baisse de classe, quoi. Enfin bref, c'est vraiment un film très amer. On sait qu'il s'en sort, puisque l'auteur écrit son livre et a réussi. Mais dans le film, c'est dur. Ok. Voilà. On écoute la bande-annonce. Écoute, Paul, tes livres ont un vrai succès d'estime. Mais on va pas se mentir, les ventes sont décevantes. Moi, aujourd'hui, j'attends de toi ton grand roman. Et tes enfants, ça va ? Ça te dérange pas qu'ils partent si loin ? Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurai besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps ?
Mais vous faites ça depuis longtemps? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture? Je travaille. Non mais je rêve. Un boulot mal payé comme un esclave. Tu sais, à notre époque, il y a des esclaves très bien payés. Je comprends pas pourquoi tu t'entêtes à faire ces boulots de merde. C'est peut-être le prix de ma liberté. C'est au moment où j'ai épuisé mes économies, sans espoir immédiat de les renouveler, que j'ai pris conscience que je devenais pauvre. Paul, t'es pas un vrai pauvre. Pourquoi t'écrirais pas un truc qui marche? C'est votre métier, le bricolage? Complètement taré. Je viens de bien, vous avez pas trop la tête à faire ça. N'importe quoi d'autre. Espoir, comment t'en es arrivé là? J'ai pas envie que tu finisses à la rue, comme un clochard. Du moment que j'écris. La menace d'être un clochard. Ça me faisait penser à un film, alors pardon, c'est une petite parenthèse, mais qui n'en est pas tant que ça, parce que j'ai vu un documentaire sur Internet, sur Jean-Jacques Hano et sur Le nom de la rose. Donc en fait, on est et sur l'austérité de Jean-Jacques Hano, les exigences extraordinaires, cinglées de Jean-Jacques Hano, mais qui te fait ça avec une finesse, une gentillesse. Tu te dis... Et en fait, ça devait être absolument terrible de bosser pour lui. Mais néanmoins, il est tellement gentil que tu dis, ah bah oui, d'accord. Mais... Et puis tu as... c'est quand même... ah bah voilà, je joue ma Geneviève. C'est... Le nom de la rose. Aide-moi. Sean Connery. Ben oui, Sean Connery, bien sûr, mais l'auteur. Et ce qu'il y a de... Umberto Eco. Et qui... c'est absolument génial, parce que Hano nous raconte à quel point ce film... a coûté une fortune. Il faut imaginer entre 500 et 1000 repas par jour, déjà. Rien que ça, sur le tournage. Donc déjà, tu dis OK. Puis évidemment, ils ont reconstruit des décors. Enfin, à l'époque, c'était complètement différent. On est dans les années 80. Hein. Donc c'est absolument effarant pour aujourd'hui. C'est complètement fou, le nombre de figurants aujourd'hui, alors qu'on les multiplie avec l'IA. Enfin, ça n'a plus rien à voir. Hein. Le boulot, évidemment, a énormément changé. Et il explique que Umberto Eco a pu s'acheter une pauvre Volvo d'occasion. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à tout ça. Oui. Bref, à voir. Mais c'est un sujet qui doit intéresser tous les artistes. Qui est très intéressant. Parce que le prix à payer pour la liberté de créer. Quoi. Pour ça, le vrai droit de créer. Qu'on soit écrivain, comédien, réalisateur, tout ça. Et en fait, tristement, j'ai envie de dire, la question devrait se poser pour tout le monde. Alors évidemment, certains n'ont pas un talent spécifique et une envie spécifique et vont bosser juste pour gagner leur vie. Oui, mais c'est ce qu'il dit en parlant d'esclaves bien payés. C'est ça, exactement. Ils ont un métier qui les emmerde, mais ils ont un salaire. Ils sont esclaves contemporains. Voilà, esclaves contemporains. Donc moi, je trouve que le film aborde tous ces sujets-là, et plus particulièrement la dualité de l'artiste. Est-ce que je continue à ramer pour aller là où je veux aller? Où je me pends tout de suite. Marsupilami. Où je me vends ailleurs. Je suis dans ces grandes problématiques. Marsupilami, allez, c'est rien à voir. Vous n'irez pas le voir à l'Omnia. Pâté. Oui, c'est un bon. Tant mieux. Non, c'est un bon. Ah oui, un bon, c'est un bon marsupilamien. Et c'est peut-être un bon film aussi. Mais je vais le défendre parce qu'il le faut. Parce que c'est la bande à Fifi, tu les aimes bien. C'est la bande à Fifi et ça marche, quoi. Moi, je dois avouer que... Oui, à chaque fois... moi, je ris à chaque fois. Je ris aux éclats. Je tape même sur la table tellement je ris aux éclats. Et pourtant, je vois que c'est toujours la même recette, c'est toujours le même fonctionnement. Mais d'abord, ils sont très sympas. Ils sont vraiment sympas et ça se voit à l'écran. Ils ont un système avec l'imbécile heureux qui est toujours imbécile, mais imbécile de imbécile. Tout premier degré, et ça marche. Et c'est très bien joué par Julien Arrouti, pardon. D'accord. Voilà. Et là, ils ont eu l'intelligence de s'attaquer à un succès de BD, le Marsupilami, qu'Alain Chabat avait déjà mis en scène en 2012. Et ils ont fait le lien avec Jamel Debbouze, qui était déjà dans le premier, qui est dans le deuxième. Donc, il y a un respect de l'ancien, il y a un respect du personnage de BD, et ça marche. Ça nous emporte. On peut mettre la bande-annonce... D'accord, on peut juste dire quand même que c'est aussi leur patte et leur marque de fabrique de toujours faire une référence à d'autres réalisateurs, d'autres films. Alors ils aiment tellement le cinéma que ça c'est fabuleux, quoi. Ça permet, ça donne du plaisir à celui qui ne va pas forcément fonctionner à l'aventure ou à la rigolade, de retrouver là, il y a E.T., c'est évident, il y a une scène mythique d'E.T. Le vélo ? Oui, le vélo. Là, au lieu de protéger E.T., ils protègent le petit marsupilami, ils essayent de l'enlever, ils sont suivis par les flics. Donc, il y a cette
scène-là. Bon. Et en parlant des gags, il y a plein de gags différents. Il y a ceux qui sont qu'on voit régulièrement, puis il y a ceux qui sont totalement inattendus, et puis il y a ceux qu'on voit venir. Et je crois que c'est ceux qui me font le plus rire. Parce que tu sais que ça va arriver. On sait que ça va arriver, on sait que et tu dis non, c'est pas possible. On ne peut pas s'empêcher de rire. Alors dans la bande-annonce, on ne la voit pas, mais il y a une scène où Tarek Boudali, vous voyez qui c'est, non? Oui, c'est ça. Voilà. Vous connaissez? Non. Si, tu le connais. Regarde. Oui, il le oui, connaît, mais c'est qu'on ne connaît pas les noms de tout le monde. Alors, il fait partie de cette scène où on essaye de s'échapper avec le Marsupilami. Il est en vélo et tout ça. Il faut des bons sur des terrains. Et là, on le voit qui s'envole. On voit son visage qui s'inquiète. Alors, c'est ça qui est drôle. Il n'y a pas un mot. Il y a son visage qui s'inquiète. Et on voit la selle du vélo qui s'est échappée du cadre et qui passe sous ses yeux. Okay. Et on voit ses yeux vraiment. Donc, on sait ce qui va arriver. Ça arrive. Mais on voit rien. C'est ça qui est très drôle. Et on rit. Mais c'est terrible. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que c'est aussi de très bons acteurs. C'est de bons acteurs qui s'amusent en faisant ce qu'ils font, très sérieusement. Il y a Élodie Fontan, qui est la femme... là, cette fois-ci, elle est dans la vie la femme de Philippe Lachaud. Mais là, ils sont séparés. C'est des ex. Il y a... Julien Arditi qui est toujours imbécile, mais qu'est-ce qu'il le fait bien, franchement. Et puis Tarek qui est toujours un peu c'est soit l'un soit l'autre. Il s'échange entre Philippe et lui les rôles principaux ou secondaires, mais c'est toujours réussi. Ça fonctionne. Alors on écoute juste pour rigoler. Voilà. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Il y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. Non, mais t'es malade ou quoi? Le marsupilami est extrêmement convoité. On est à la recherche d'un animal jaune, à tache noire. Si quelqu'un a des infos sur cet animal, qu'il lève la main. Oh! C'est pas moi! C'est trop moche! C'est trop moche! Comment on fait? Aidez-moi, je suis coincée! Finalement, le plus drôle, c'est de voir Geneviève quand elle écoute les bandes annonces parce qu'elle se rappelle du film, elle a toutes les images, même sans les voir, là, elle les a toutes et du coup, ça l'a fait beaucoup rigoler. Oui, parce que c'est le problème de ces bandes-là, c'est vraiment visuel en fait. Oui. Il y a beaucoup de... Mais preuve. Enfin, on entend bien le bruitage et on comprend. Hein, voilà, c'est ça, parce que je l'ai raconté. Mais la preuve que c'est une équipe qui fonctionne bien et qui est sympa, c'est que toutes les grandes stars acceptent d'avoir un petit rôle dedans. Il y a l'agent Reno, et c'est pas pour des bons rôles en général. Hein, c'est vraiment. Il y a Gérard Jugnot, il y a qu'est-ce qu'il y a encore, Damel Debbouze qui est vraiment content. Il y a Didier Bourdon. Enfin, les vieux de l'ancienne génération qui nous faisaient rire pareil sont là. Et puis aussi un truc qui marche bien avec eux, c'est qu'ils font systématiquement des grandes tournées en France. Ils sont très généreux de leur temps. Ils vont d'ailleurs être à Rouen ce samedi-là. Pour vous dire le genre de tournée qu'ils font, le vendredi, ils sont à Caen
pour 3 séances différentes. Ils partent le lendemain au Havre, ils sont à 14h au Havre. Et après, ils sont ici. Après, ils sont à Fécamp. Ah, okay. Et après, ils sont à Rouen. Donc, ils seront à Rouen, là, c'est la séance de 16h14. Ah, ok. Alors, ils font les... Auquel, où ça? Alors, les deux. Ils vont d'abord faire Pâté, puis ensuite Pâté Doc, et après Pâté Gaumont. Ils font vraiment une tournée incroyable. Okay. Donc, c'est aussi ça qui les aide à avoir du succès, parce qu'ils vont vers leurs spectateurs et ils sont généreux de leur temps. Voilà. Ok, très bien, merci Geneviève. C'est une vraie bande. Oui, c'est vrai. Le petit grand écart suivant, c'est pour le gâteau du président. Ah oui, il a vraiment navré. Hein, c'est vraiment... Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, et il y en a pour tout le monde. Et pour toutes les cultures, puisque là, c'est un film irakien. On retourne, voilà. Alors là, pas de bande-annonce, puisque c'est irakien. Mais ce que moi, je trouve intéressant, le cinéma irakien, on le connaît peu, puisque d'abord, il n'y en a pas beaucoup, que dès qu'il y a eu Saddam Hussein en 1990, fin des années 80, lui, il contrôlait tout, fallait que tous les films soient en son honneur. Enfin bref, c'était plus vraiment du cinéma, quoi. Et là, on a peut-être un des premiers films qui sortent depuis cette période-là, qui évoque cette période-là. Alors, Le gâteau du président, ça raconte l'histoire, je pense qu'elle est basée sur des faits réels. Pour l'anniversaire de Saddam Hussein, il fallait qu'on fasse des gâteaux d'anniversaire, que toute la population fête l'anniversaire de Saddam Hussein. Et c'est basé sur des histoires vraies, puisque le réalisateur raconte qu'il s'est souvenu de son enfance quand l'instituteur arrivait avec un petit pot. Tout le monde mettait son nom sur un papier dans le petit pot. Pour être tiré au sort. Tiré au sort. Celui qui est tiré au sort le papier faisait le gâteau, devait faire le gâteau pour le lendemain. Puis après, il y en a un autre qui tirait pour les fleurs, les ornementations. Enfin bref, ça devait être une fête à l'école. Et là, donc le film raconte l'histoire d'une petite fille pauvre, très pauvre, qui ne vit qu'avec sa grand-mère et qui a été tirée au sort. D'habitude, elle essaye d'aller aux toilettes à ce moment-là pour éviter, mais là, elle n'a pas pu, donc elle est tirée au sort. Et tout le film raconte toutes les péripéties qu'elle va faire pour récupérer les ingrédients pour faire son gâteau, des œufs, donc c'est vraiment très intéressant. La situation vue à hauteur d'enfant. Avec son copain, et on voit les exigences de Saddam Hussein, on voit en même temps les Américains qui ont fait les blocus, qui empêchent d'avoir de la nourriture, les bombardements qui tuent, donc on voit des cercueils qui passent par-ci. Tout en arrière-plan, on a la vie terrible de ce pays à cette époque-là. Donc ça vaut le coup, parce qu'en plus c'est fait à portée d'enfants, donc même les enfants, le problème c'est que ça va être sous-traité, mais même les enfants peuvent voir le film, ils sont concernés. Oui, bien sûr. Oui. Mais le problème, comme tu l'as dit, c'est le sous-titrage. Il faut savoir lire. Okay, voilà. Bon, ça fait partie des... Oui, parce qu'en plus, j'imagine que ça tchatche, quoi. Alors, pour les enfants toujours, mais cette fois-ci en français, Les enfants de la résistance. Allez, on se met une petite bande-annonce pour commencer. Ça te va ? Oui, ça va. Je suis née à Pontin-l'Écluse, un joli petit village où je vivais une enfance heureuse. Une fois, je vous ai dit, on ne discute pas les décisions de l'arbitre. T'es pas arbitre, t'es tué. Non, ça c'est rien, c'est juste le... Ça vous fait rire, ça? Ah ouais, et ça? Jusqu'à un jour de 1940, où la guerre tente de me voler mon enfance. Vous comptez rester longtemps ici? Le temps qu'il faudra. Me laissez pas. Mais avec mes amis, on n'était pas prêts à se laisser faire. Allez, viens. On va la garder quelques jours. Merci. Si on la faisait passer pour une de tes nièces? C'est pas bête, ça. Toute personne sortant durant le couvre-feu le fera à ses risques et périls. Gestapo, faites sortir vos élèves. Et vous dites rien? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Vous êtes rien que des lâches, c'est tout. On peut pas rester comme eux, là, sans réagir. On enverra des messages aux gens. L'occupant pille les ressources du pays pour les ramener chez eux. Signé Lynx. Ah oui, moi aussi je les ai reçus, mais je suis pas du tout d'accord. Moi je suis pour la collaboration et le maréchal. Heil Hitler. Heil. Vous savez, il y a plusieurs noms, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Et j'ai pas vraiment l'impression qu'il s'occupe de nous en ce moment. Il faut quelque chose qui frappe les esprits. C'est ce qui arrive aux gens un peu trop curieux en temps de guerre. Mais la guerre est finie. Pas pour tout le monde. Sois fier de toi. T'es un petit garçon courageux. Tu m'as servi d'exemple.
Baratier, donc le réalisateur, aime les enfants et il aime les romances comme ça. Oui. Et c'est à la fois un film simple, mais à la fois c'est justement charmant parce que c'est simple. Oui, il aime les enfants. On sera pour mémoire, c'est lui l'auteur des choristes. C'est comme ça qu'on l'a connu. D'ailleurs, c'est son premier film, Les choristes, un énorme succès qui a mis en valeur la chorale. Donc moi, je suis contente. Mais bon. Après, il a fait la nouvelle version de La Guerre des boutons. Donc, c'est beaucoup d'enfants et des enfants souvent mis à l'honneur, quoi. Et puis de la différence. Enfin, il est très sensible, quoi. Oui, il essaye d'aller vers l'humanité. Il va vers l'humanité. Là, ce sont les enfants qui sont les héros. Les adultes, t'as celui qui fait le dos rond parce que les Allemands sont là. T'as Julien Arditi qu'on retrouve décidément, qui était dans les Marsupilami, l'imbécile, qui lui joue le collabo. T'as aussi Gérard Jugnot aussi. Oui, Jugnot qui est souvent chez Baratier. C'est son doudou, comme il dit. Il était dans le Marsupilami, il était encore là, en curé, qui se défrouille. Mais bon, tous les adultes là sont un peu lâches, ou en tout cas veillent au grain, quoi. Ils font dos rond. Il y en a un qui n'est pas très bien déterminé, c'est justement Artus, qui est un peu bourru et qui cache en fait une humanité très profonde. Voilà. C'est un peu classique, quoi, mais c'est charmant. Le problème de celui-là, c'est que pour les enfants, c'est très bien. Ils vont découvrir l'histoire de France, la France de l'époque, avec leur tenue, leur façon de vivre, leur parler, qui sont pas toujours, qui parfois modernes. Pour les enfants, c'est très bien. Mais pour les adultes, c'est un peu ennuyeux, quoi. Ils sont trop caricaturaux, c'est dommage, quoi. Ça gâche le plaisir de l'adulte. Mais bon, on sera content de voir nos enfants s'intéresser à cette part d'histoire de France. Voilà. Bon, alors on passe au suivant. Voilà. Le rêve américain. Le rêve américain. Alors là, on est dans la vieille histoire. Il paraît que c'est une histoire vraie, ce film-là. Il paraît que c'est une histoire vraie. Avec Zadie. Avec Pascal Zadie. Qui est-ce qu'il y a d'autre dedans? Déjà, j'ai oublié. On y va. La bande-annonce. On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur. Comment tu veux que je le signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA? Tu veux commencer par le haut du panier direct? Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non? Tu viens d'inventer celle-là? Ouais. Vous avez pas encore les épaules. Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein. Vite ma mère qu'on va payer une deuxième chambre, boudin. Is French? Oui, French. Pile, on abandonne, face on riposte. Pas tricher, là. Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décidée pour nous? J'ai un gars de 2,13 m, là. C'est une machine de guerre. On est à poil, on n'a rien. Ah ouais, je vous imaginais pas à ce niveau-là de galère, mais... OK. We just want to show you our player. Where can I see him play? You have a video? Oh my God. Il nous calcule pas, il nous rappellera pas, on s'est fait carotter. On s'est saigné, on s'est endetté, on s'est mis dans la merde. Énerve-toi! On va s'en sortir. La combinaison infernale. Le chaud, le froid, comme un robinet. Donc on est endetté de combien? L'échec, c'est la clé de la réussite. T'as un optimisme, mon frère, c'est une maladie. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents à NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Bon, nous, ce qu'on recherche, évidemment, essentiellement deux choses. D'abord, des gens qui partagent notre passion et puis qui sont motivés. Ça veut dire que c'est pas payé? Exactement. C'est bien parce que t'as l'air à l'ouest comme ça, mais tu percutes, ça me plaît. Avec Raphaël Quenard, c'est Raphaël Quenard qu'on entendait. Inspiré d'une histoire vraie, ce film raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur rêve américain. Donc c'est plus le rêve d'aujourd'hui, mais c'était le rêve d'une époque. Oui. Enfin bon, le rêve américain, on gardera toujours le souvenir de ce qu'il était avant. Bien sûr. Donc eux, ils veulent, leur rêve à eux, c'est d'être l'agent d'un joueur de la NBA, évidemment. Ouais. Pas, voilà. Donc bon, ils partent. Donc le film est bien fait, sympa. Les deux acteurs sont vraiment, c'est des copains. C'est vraiment des copains. Et ça se sent. Et ça se sent dans le film aussi. En plus, c'est vraiment étonnant.
parce qu'à la fin du film, il y a il y a des photos des vrais personnages et ils leur ressemblent quelque part. Ah, c'est drôle. Donc alors que Raphaël Quenard n'était pas du tout prévu au début parce qu'il est trop grand par rapport à celui qu'il joue. Finalement, ça marche quand même. Ils l'ont pris et c'est leur amitié qui a compté le plus. Donc, ça raconte une histoire vraie. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est drôle, c'est décalé. Ça donne du courage, c'est vrai, et c'est sympa. Voilà. Le réalisateur, c'est quand même Anthony Marciano, qui avait fait Play, que j'avais beaucoup aimé, et puis un autre film, Les Gamins, avec Chabat. Donc voilà, c'est un film vraiment sympa. Les gens, moi, je suis allée en première, les gens étaient très enthousiastes, la salle était pleine, et ça donne peut-être envie aux gens de persévérer, quoi. Oui, c'est le message, évidemment, derrière. C'est poursuivez votre rêve. Persévérer. Quoi. Le rêve américain. C'est bien l'image du rêve américain. Ça va d'une façon... C'est le film de Donzelli, à pied d'œuvre, mais côté positif. On ne les voit pas trop... Ils rament, mais on les moins ramés. On ne met pas l'accent sur le fait qu'ils rament, mais l'accent sur le fait qu'ils réussissent au bout. Qu'ils réussissent et qu'ils ont de la volonté. C'est vraiment une question de point de vue. Voilà. Oups, ok, très bien. Eh bien, maintenant, nous sommes partis sur notre dernière bande-annonce et on se fait la bande-annonce avant de se faire le topo et on enchaînera sur les deux derniers films dont tu voulais nous parler, Geneviève. On arrête de s'inquiéter, ils vont peut-être très bien. S'ils allaient très bien, je vous aurais dit, les enfants, on va très bien. Pas venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer. Salut les enfants! On est rentrés! Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe? On a gagné à la loterie. On a gagné à la loterie, quoi. On a gagné à la loterie. Là, oui, pardon. Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu? Non. Ah bon? Bah non. Ils ont le droit de faire ça, là. Combien vous voulez? De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux? Mais c'est compliqué. Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser. Non. Ils vont passer une nuit épouvantable. Ils m'ont donné ce que j'ai demandé. T'avais demandé combien? 100 000. 100 000 euros? 100 000 Finalement, c'est assez jouissif, ce petit côté Rockefeller, sentiment de pouvoir, de domination même. Tu fais une hypoglycémie. Fais gaffe, oh! 150 millions? La loterie, mon cul. Oh, les gros bâtards! Ils ont filé un pourliche de voiturier. On vous a donné 100 000 euros à chacun. Vous êtes sous le choc, mais c'est normal. On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman. Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité. Incontestablement, il y a un rapport au social et pareil encore. Ça fait finalement le fil rouge de notre... Au niveau de la famille seulement. Mais bien sûr, cette fois-ci ramené à la famille. Et comment est-ce qu'on se débrouille et quelle est la valeur de l'argent? Ce qui est un sujet qui reste. On a entendu Solier, Miu Miu qui ont l'air d'être assez formidables, assez égaux à eux-mêmes, non? Oui, ils sont vrais. Tous sont très bons. Tous les 5 sont très bons, les 3 enfants et les parents. Les enfants, c'est Pauline Clément, qui est quand même de la comédie française. Le Thomas Oliveres, qui est le fils, et puis le fils aîné, c'est Arnaud Ducré, notre Rouennais national. Donc on est content aussi de le trouver là. Et la comédie fonctionne bien. Et c'est vraiment des questions. J'adore la question combien vous voulez? Combien tu estimes ton bonheur? Combien tu veux pour être heureux? Et cette question-là, je pense qu'on peut mettre pas mal de nuits à se la poser. Et ce qui est drôle, c'est que ce chiffre-là ne suffit plus quand on voit qu'ils ont gagné tellement plus. Je suis été étonnée parce que j'avais rien vu du film quand je l'ai vu. Et j'étais très contente de la surprise. La surprise, c'est quand les enfants découvrent combien les parents ont gagné. Et là, c'est ce qui renverse le film. Bah oui, et c'est dommage que c'est donné dans la bande-annonce. Donc je ne dévoile rien en disant... Tu spoiles rien. Je spoile rien, mais quand même, toi, tu l'as bien vécu. Je préférerais que les gens ne sachent pas pour qu'ils ne... C'est trop tard. Fallait pas mettre la bande-annonce. Tous ceux qui n'écoutent pas, tant pis pour vous. Ou tant mieux pour vous, plutôt.
Voilà. Ok. Donc ça vaut le coup, c'est une comédie qui fonctionne bien, qui était une pièce de théâtre. Donc c'est bien aussi de voir comment elle s'est aérée en allant dehors, comment au cours d'un voyage, on voit les enfants qui s'inquiètent justement du message des parents qui leur demandent de venir. Ils s'inquiètent de savoir s'ils sont malades ou pas. Enfin bref, il a bien utilisé tous les moyens qu'il avait pour passer du théâtre à l'extérieur. Au cinéma. Oui, voilà. Ok. Emmanuel Patron, le réalisateur. Ok. Et tu voulais nous parler de 2 autres films, dont LOL 2.0 éventuellement. Non, c'est pas nécessaire finalement. Non. Si on a le temps, c'est bien. The Mastermind, c'est fini. Ah bon, c'est comme vous voulez. Moi, LOL 2, c'est la suite de LOL 1 avec Sophie Marceau. Et puis, c'est la dernière de 6 filles. C'est toujours Isabelle Azuelos. Lisa Azuelos, LOL 2. Et c'est avec Thaïs Alessander. Voilà, c'est sa fille Thaïs Alessander, qui est la fille de Lisa Azuelos, qui elle-même est la fille de Marie Laforêt. Et donc, il y a un moment où Marie Laforêt chante et c'est très émouvant, puisqu'on sait qu'elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça. Et que les rapports entre mère-fille étaient compliqués. Enfin bref, tout ça pour raconter que finalement, dans LOL 2, les rapports mère-fille ne sont pas simples non plus. Mais la jeune fille qui était partie, tout le monde était parti. Sophie Marceau, la maman, retrouvait une liberté joyeuse et tout ça, manque de peau. La fille revient parce qu'elle se fait larguer et le fils vient lui annoncer qu'elle est grand-mère. Et là, elle ne digère pas d'être grand-mère, pour elle, c'est la fin du monde. Donc tout ça, c'est un petit peu cliché, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est agréable de retrouver Sophie Marceau et toute la petite bande, ça fonctionne, voilà. Bon, c'est pas le film de l'année. Ok, voilà. Écoute, tant pis, on finit sur c'est pas le film de l'année. Mastermind, Mastermind, qui est un film qui était en compétition, qui est plus intéressant, mais peut-être moins populaire. Il était en compétition à Cannes, et c'est un film de Kelly Richard, qui... Alors, on a tous en mémoire des scènes de braquage. Je ne sais pas quelle est la tienne, scène de braquage. Moi, je me souviens de l'affaire Thomas Crown. Il y a des braquages super bien organisés, les braquages où tu as celui qui reste dehors et qui dirige tout le monde. C'est un Eleven, où il y a beaucoup de moyens. Bon, là, c'est un petit braquage de rien du tout. C'est vraiment le contraire. C'est un mec qui est au chômage et qui était menuisier. En Amérique, menuisier, c'est un métier qui est bien quand même. Hein, mais... Et puis donc il est au chômage et finalement il cherche à se reconvertir et il décide de se reconvertir dans la vente d'œuvres d'art. Mais il faut d'abord savoir les œuvres d'art. Donc il faut qu'il organise un hold-up. Donc il envoie des bras cassés qui vont pas tarder à se faire avoir. Et donc, finalement, lui, il va être obligé de fuir. Et c'est plus ça qui est intéressant, parce qu'elle s'intéresse plus aux conséquences d'un hold-up mal organisé qu'au hold-up lui-même. Donc, c'est cette fuite en avant. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se passe dans les années 70, en mémoire d'un vrai cas qui s'est passé en Massachusetts à cette époque-là. Et en arrière-plan, on a la guerre du Vietnam qui est là, qui est bien présente, avec les engagés, les affiches qui appellent à l'engagement, les infos qui n'arrêtent pas d'en parler. Donc il y a aussi une époque, il y a un lieu, le Massachusetts, et il y a un personnage. Donc c'est intéressant. Par contre, c'est très posé, ça n'a rien à voir avec... C'est pas des effets spéciaux à gogo. Voilà. Donc c'est intéressant aussi. Bon, merci Geneviève. Moi, tu m'as donné envie d'aller voir au moins 3 films. Soufiane, est-ce que tu as eu envie d'aller voir des films ? Soufiane, c'est notre stagiaire, il est juste à côté, il découvre et la radio et Geneviève. Tu voulais savoir quel film ? Lequel ? Alors le premier. Le premier, c'est la vie après Siam. Siam, très bien, très bien. Bravo, Geneviève, bravo. Et parce que je suis égyptien, donc c'est pour ça. Ah oui. Oui, d'accord. Et celui... Irakien, non. Non, Tarek. Ah oui, Marsupilami. Les Marsupilami, du coup, bien sûr. Il faut s'amuser. Les deux, c'est parfait. Il y a un truc où tu t'amuses, un autre qui t'émeut. Voilà. Merveilleux. Vive le cinéma. Merci à vous. Merci Geneviève. Merci Marianne. Et on se retrouve dans quelques jours, du coup, puisqu'il manque 2 jours à février. À l'affiche. Ou pas. À l'affiche. Toi, t'es allée au ciné dernièrement ? Oui, j'y vais presque tous les jours. Mais si j'y vais pas, parfois, je regarde de bons films à la télé. Ah oui, à la télé, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Ouais. Mais en prévisionnement, c'est moins bien quand même. Oui, il vaut mieux l'avoir vu avant et replonger dedans quand on... C'est ça, retourner au cinéma, le pied de retourner au cinéma. Ou regarder un bon film de télé, même les séries d'ailleurs. On peut parler de séries aussi. Ah oui, il y a du boulot là. C'est vrai, mais en fait, si on veut parler de cinéma, c'est parce qu'on veut parler d'émotion. C'est ça, et de vérité, de curiosité. Bref, on veut faire rêver, quoi. Oui, et continuer de rêver nous-mêmes. Bref, on vous parlera de films qui sont à l'affiche
ou pas.